Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire la présentation du Grand Prix d'Azerbaïdjan du côté de Bakou, circuit en ville, pour la deuxième fois de l'année après le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite. Toujours un circuit très compliqué. On va voir un petit peu également les dernières infos du paddock, mes pronostics, enfin comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez s'imposer ce week-end, qui vous pensez quel pilote aura un peu plus de mal. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également mettre toutes les notifications, ça c'est encore mieux. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne avec un super thanks et ça permet de soutenir vraiment la chaîne. Et puis EPS 2.0 sur Deezer et sur toutes les plateformes de podcast. Et puis du côté de TikTok également avec du contenu ce week-end, vu qu'on aura un week-end super sprint. On va revenir un petit peu là-dessus. Ce circuit d'Azerbaïdjan, circuit en ville, l'un des circuits en ville les plus rapides avec Jeddah, on est aux alentours de 340 km/h en bout de ligne droite, plus de 200 km/h de moyenne, malgré des sections extrêmement lentes sur ce circuit, notamment tout le passage dans la vieille ville de Bakou, où ça va vraiment pas très vite. C'est un circuit qui est pas si facile que ça. On pourrait croire qu'il est facile, mais il y a quand même 3-4 zones un peu techniques où il peut se passer des choses. C'est un circuit qui c'est un peu le temple pour la voiture de sécurité avec Singapour. Voilà, on sait que c'est un circuit où les probabilités de sortie de la voiture de sécurité est très importante. La probabilité également de virtual safety car est très importante. La probabilité de drapeau rouge est encore plus importante. Donc au niveau stratégie, le dimanche, on peut parfois tenter des choses. Ça c'est clair et net. On a souvent eu des courses à rebondissement. Sur circuit avec pas mal de surprises et il faudra faire attention parce que le circuit vient d'être resurfacé il n'y a pas très longtemps, donc il pourrait être extrêmement glissant ce circuit, donc ça va peut-être entraîner encore plus de sorties de piste et encore plus de casse sur ce week-end. On regarde les dernières infos du paddock du côté de la Formule 1. La première info, c'est ce nouveau format de week-end. On pourrait appeler ça un week-end super sprint. C'est-à-dire qu'on a vraiment un tout nouveau circuit du côté de la Formule 1. C'est-à-dire, enfin, un tout nouveau, pas du tout circuit, un tout nouveau programme du côté de la Formule 1. Donc avec un week-end super sprint, c'est-à-dire qu'on va avoir une seule séance d'essai libre. Ça sera la séance du vendredi matin qui sera suivie d'une qualification le vendredi soir, mais qui permettra d'établir la grille de départ pour le dimanche et seulement la grille de départ pour le dimanche. Et puis le samedi matin, on aura une super qualification, une sprint, la qualification sprint. Un petit peu, qui ne sera pas la course sprint, qui servira pour la grille de départ de la course sprint. Ça sera une phase de qualification réduite avec seulement 12 minutes pour la première partie, 10 minutes pour la deuxième partie et 8 minutes pour la Q3 de cette qualification pour la grille de départ de la course sprint. Et surtout au niveau de l'allocation des pneus, eh bien, on sera obligé d'utiliser les médiums en première partie et en deuxième partie des qualifications. Les tendres ne seront disponibles que pour les pilotes, les 10 meilleurs pilotes qui seront en Q3, et ce qui fait qu'on se retrouve donc avec voilà un nouveau format de qualification qui est quand même très proche de l'autre format de qualification. C'est juste qu'on aura deux séances de qualification, que la séance des EL2 du samedi matin en cas de course sprint, qui n'avait pas grand intérêt à part préparer un petit peu la course et encore préparer moyennement la course vu qu'on était souvent sur des températures un peu plus fraîches que pour les courses du dimanche et du samedi, eh bien elle est remplacée par une séance de shot-out qualification, shot-out sprint, c'est comme ça qu'ils appellent un petit peu ce nouveau format. Et donc course sprint samedi, course Grand Prix traditionnel le dimanche. Donc voilà pour ce week-end un petit peu particulier. Ce qui fait qu'avec l'augmentation du nombre de courses sprint,
Je rappelle, cette année, on aura 6 courses sprint, l'augmentation du nombre de grands prix. Eh bien, la Formule 1, la commission de la Formule 1 a décidé d'augmenter certains nombres de pièces du côté des équipes. Au départ, on ne devait avoir que 3 moteurs, c'est-à-dire moteur à combustion interne, turbo, MGUH, MGUK. Eh bien, désormais, la pénalité ne sera plus au bout de la 4e utilisation, hein, du 4e moteur utilisé, mais au bout du 5e, c'est-à-dire qu'on a le droit à 4 moteurs à combustion interne, 4 turbo, 4 MGUH, 4 MGUK. Par contre, ça ne change pas sur d'autres pièces, notamment sur l'allocation du nombre de batteries et sur l'unité de contrôle électronique qui reste au nombre de 2. Et je rappelle que Charles Leclerc, lui, a déjà été pénalisé à Jeddah, qui a déjà utilisé 3 ECU, donc s'il utilise un 4e UCU, il a encore une pénalité. Parmi les modifications, l'idée, bien entendu, d'avoir moins de pénalités sur les grilles de départ, même si on sait très bien que même avec 4 moteurs, on va dire complets, ça risque d'être quand même très compliqué pour les équipes de Formule 1 pour éviter les pénalités. On va avoir également une autre nouveauté, c'est-à-dire l'allongement de la procédure de la grille de départ. Désormais, cette grille de départ passera à 50 minutes et puis à 40 minutes. Donc les pilotes vont peut-être trouver le temps long avec l'ouverture de la pit lane un peu plus tôt. L'idée est également de permettre aux fans de pouvoir voir tous les pilotes et puis de faire des cérémonies d'avant-course un peu plus importantes. Et puis on a clarifié également du côté de la pénalité de Fernando Alonso, voilà, on a clarifié la situation, que le contact avec un lève vite pour lever la voiture était considéré comme bien un travail sur la monoplace, donc la pénalité de 5 secondes si le lève vite si la voiture est montée sur les lève vite avant les 5 secondes, eh bien il y a pénalité car on considère que c'est un travail sur la voiture, ce qui n'était pas extrêmement clair jusqu'à maintenant, ce qui avait été le problème pour la pénalité de Fernando Alonso, qui avait été mis en place du côté de l'Arabie Saoudite avant que ça soit retiré 2 heures après, donc ce qui nous avait vraiment fait un grand imbroglio. Du côté de la Formule 1, on a eu également des informations sur la probabilité que Michelin revienne en Formule 1 en 2025. On sait qu'il y a un appel d'offres avec Pirelli notamment pour fournir la Formule 1 en pneus à partir de 2025. Eh bien, très clairement, Michelin ne fera pas ne fera pas d'offre pour cet appel d'offres, tout simplement parce qu'ils considèrent que la Formule 1, que les critères ne sont pas bons pour leur image de marque. Ils ont dit grosso modo qu'ils ne savaient pas faire des pneus qui s'auto-détruisaient. Donc tant que la Formule 1 impose des pneus qui aient une durée de vie très courte, avec un niveau de performance qui ne soit pas non plus exceptionnel, grosso modo Michelin n'envisage pas de revenir en Formule 1. Du côté de Mercedes, un retour, James Allison, qui est de retour chez Mercedes en tant que directeur technique. C'est vrai que c'est un retour. Alors pendant 18 mois, il a été absent. On a un peu tâtonné chez Mercedes. C'est le retour de James Allison. Après, il ne faut pas croire que les évolutions, l'impact de James Allison, il ne va pas être là tout de suite. Il va être dans 5-6 mois. Et puis, est-ce que l'impact va être positif? Pas sûr, parce qu'il va falloir déjà qu'ils comprennent cette nouvelle Mercedes, le nouveau règlement aussi un petit peu quand même, donc il va y avoir un petit temps d'adaptation et les évolutions qui seront apportées là sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan, notamment au niveau des pontons. Il y a pas mal d'évolutions chez Mercedes, au niveau du front plat également. C'est pas James Allison qui les a faites, c'est l'ancien directeur technique Mike Elliott, mais c'est là où on s'aperçoit quand même qu'en Formule 1, dès qu'un être part, des fois ça devient compliqué. On voit que c'est peu de personnes qui permettent à une équipe d'être performante. Adrian Newey chez Red Bull, il a un impact très très important. Les recrutements qu'ont fait Aston Martin, ils n'ont pas recruté 10 000 personnes non plus au niveau du département aérodynamique du côté d'Aston Martin, mais on voit que ça a fait tout de suite un énorme chamboulement. Et du côté de Mercedes, le départ de James Allison avait un peu désorganisé l'équipe, donc voilà, il est de retour.
l'ingénieur anglais. Et puis on poursuit avec une dernière info. On a appris que Felipe Massa a monté une équipe d'avocats pour tenter de voir s'il était capable pour lui de récupérer le titre de champion du monde 2008. Alors, on rappelle le titre de champion du monde 2008, il y a un imbroglio suite à la course de Singapour. On rappelle le crash gate, Nelsinho Piquet qui se crache pour favoriser Fernando Alonso, son équipier, et lui permettre de remporter la course. Tout ça avait été chapeauté par Flavio Briatore. Après, bon, moi je trouve ça un peu pathétique de la part de Felipe Massa. Alors peut-être qu'il le ferait pas s'il avait été champion du monde déjà en Formule 1. Je pense que ça joue également, mais ce Grand Prix, de toute manière, ils n'auraient pas marqué beaucoup de points chez Ferrari parce qu'ils avaient décidé d'instaurer un nouveau système pour changer les pneus et d'essence avec un système de feu rouge, et c'est ce qui a provoqué l'abandon de Felipe Massa. Felipe Massa, il a dû abandonner, enfin il a perdu énormément de temps, et je crois qu'il avait même abandonné la course, me souvenir, parce qu'il était reparti, le feu était marqué vert alors qu'il y avait toujours la pompe à essence qui était branchée sur la voiture. Il avait tout arraché, la pompe à essence, il avait dû se mettre en fond de la pit lane, les mécanos Ferrari avaient mis un temps énorme pour retirer la valve pour enclencher le système à essence. Ça avait été un bordel. Et en plus, ce jour-là, Lewis Hamilton aussi a été impacté par la stratégie de Renault. Donc, bon, voilà, oui, ce jour-là, Felipe Massa perd beaucoup de points, mais il perd aussi des points sur d'autres courses. Je suis pas sûr que vouloir refaire à tout prix l'histoire. Puis de toute manière, ça ne sera pas un vrai titre de champion du monde pour Massa. C'est-à-dire que, bon, certes, on pourra peut-être dire qu'il recevra le titre de champion du monde, mais ça changera quoi à Massa? Ça changera beaucoup à Hamilton, ce qui perdra un titre et il redira que la F1 ne veut pas de lui. Mais bon, pour Massa, je suis pas sûr que ça lui apporte beaucoup de choses sur la suite de sa carrière, la suite de sa vie. On revient sur le Grand Prix 2022 du côté de l'Azerbaïdjan. Grand Prix 2022, c'était la combienième manche c'était le 1065e Grand Prix, c'était la 5e édition de cette course. Et eh bien, c'est un Grand Prix qui avait bien réussi à Red Bull. Malgré le fait que Charles Leclerc récupère la pole position, eh bien, Red Bull avait fait une super course avec un doublé de Max Verstappen devant Sergio Perez. Ça avait été la débandade chez Ferrari avec énormément d'abandons, 4 abandons pour des moteurs Ferrari. Carlos Sainz avait eu un problème d'hydraulique. On se souvient de Charles Leclerc qui avait abandonné alors qu'il était en tête de la course et qu'il avait eu 3 grands prix d'affiliés, des problèmes techniques. Zhou et Magnussen également avaient eu des problèmes sur l'Alfa Romeo et sur la Haas, donc également équipés de moteurs Ferrari. Ça avait vraiment été la débandade, et donc ce qui fait qu'on avait eu un doublé de Red Bull devant les deux Mercedes. Pierre Gasly avait fini 5e en faisant preuve d'une grande défense sur Lewis Hamilton, mais ça n'avait pas suffi. On avait retrouvé, c'est peut-être l'un des meilleurs grands prix même de l'année dernière de Pierre Gasly. Vettel avait fait 6, Alonso 7, Ricciardo 8, Lando Norris 9. C'était l'une des rares fois également que Ricciardo avait fini devant Norris, et puis Esteban Ocon avait pris la 10e place de ce Grand Prix du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Le circuit d'Azerbaïdjan, vous voyez, c'est un circuit qui est assez long, le circuit d'Azerbaïdjan. C'est un circuit qui n'est pas évident sur cette piste. Voilà, il y a pas mal de virages. Circuit en ville, on le rappelle. Circuit en ville quasiment le plus rapide avec Jeddah. On va très très vite en vitesse de pointe, on va dépasser les 340 km/h dans la ligne droite, et c'est un circuit grand, 6 km avec pas mal de virages, 20 virages. Alors c'est pas Jeddah avec 27 virages, mais on n'en est pas loin quand même du côté de cette piste. Seulement 2 zones DRS. La première zone DRS qui est dans la ligne droite des stands, elle est ici précisément entre la ligne droite des stands et le virage 1, et puis la deuxième zone DRS qui est entre le virage 2
et le virage 3 avec une détection qui se fait avant le virage 2. La détection de la première zone DRS se fait avant le virage 20, qui est vraiment une courbe très rapide, hein, c'est vraiment pour dire qu'il y a une courbe. C'est un circuit où on a une énorme ligne droite parce qu'à partir quasiment du 16 jusqu'au virage 1, on est quasiment en pleine charge. C'est peut-être que sur les premiers tours de course, le 19 sera compliqué à passer à fond, mais quand même, normalement, ça se passe plutôt rapidement sur ce passage-là. On est plutôt en pleine charge, donc ça fait vraiment une très très grande distance sur ce circuit en pleine charge. Bon, bien entendu, entre le virage 2 et le virage 3, on est aussi à fond. Et puis 12, 13, 14, ça se passe aussi complètement à fond. Donc il y a vraiment des grosses sections rapides et puis entrecoupées de virages extrêmement lents sur cette piste. Où vous avez des passages parfois où vous allez vraiment pas vite, pas mal de virages à angle droit. Notamment le virage 1, le virage 2, que sont des virages à angle droit. Il se passe toujours des choses aussi sur cette piste, c'est-à-dire qu'on a très souvent des safety cars aussi du côté de ce circuit. La ligne droite la plus longue, c'est 2 km 2, si on prend à partir du virage 16 quasiment jusqu'au virage 1, donc c'est une énorme pleine charge. Et au niveau du record du tour, c'est Charles Leclerc qui le détient en 1:43.009, la vitesse moyenne de 105 km/h sur ce circuit. On va regarder tout de suite les 3 virages qui sont pour moi importants sur cette piste du côté de Bakou. Alors pour moi, le premier virage, c'est le virage 1. Il n'a pas l'air comme ça très technique, ce virage 1, sauf que il s'est passé souvent des choses dans le virage 1. Je pense notamment à Verstappen, Ricciardo, je pense à Hamilton également, lors d'un restart de course après drapeau rouge. C'est un virage qui est tout rond, c'est un virage angle droit, mais comme on arrive très très vite, souvent les freins sont plus à température, les pneus parfois sont plus à température à ce moment-là, parce qu'on a fait 2 km de pleine charge, on n'a quasiment pas utilisé les freins ont eu le temps de refroidir. Et bien souvent c'est un freinage qui est très compliqué et on voit souvent des pilotes aller tout droit dans la zone de dégagement et être obligé de faire demi-tour. C'était arrivé à Hamilton. Alors lui, Hamilton, c'est plutôt parce qu'il avait fait un peu trop chauffer les pneus et puis surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait oublié de remettre la bonne répartition des freins. Donc il avait mis trop de freins sur l'avant, pas assez de freins sur l'arrière, ce qui fait qu'il n'avait pas pu tourner. Donc il va se passer forcément des choses dans le virage 1. Sur ce circuit. Le virage 2 est pas beaucoup mieux non plus, parce qu'il s'est passé aussi pas mal de choses assez souvent dans le virage 2. C'est un peu le même principe. Il y a l'enchaînement, bien entendu, 8, 9. C'est là ici, on est sur l'endroit le plus étroit de la saison de Formule 1. On n'est même pas dans les règles techniquement du côté de la Formule 1, c'est-à-dire que c'est vraiment une zone très 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 étroite. Vous avez peu de largeur de piste à cet endroit-là. Il y a seulement une voiture qui peut passer et on a vu souvent en qualification des pilotes être un peu trop... pas assez précautionneux, on va dire, dans cette zone-là. Je me souviens notamment de Charles Leclerc, mais il y a plus d'un pilote qui s'est fait avoir dans ce virage-là. Donc, il faut toujours faire attention, plus en qualif qu'en course. Parce qu'en course, c'est vrai qu'on a tendance à prendre un peu plus de liberté, un peu plus de marge plutôt à cet endroit-là, alors qu'en qualif, on veut tellement aller au millimètre près que des fois, le millimètre, eh bien, ça passe pas. Et c'est souvent en qualif qu'il y a des soucis dans ce virage-là. Et puis, je termine avec le dernier virage, pour moi important de ce circuit, c'est le virage 15. Il n'est pas évident ce virage 15 parce que on sort d'une grosse zone technique 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a besoin un petit peu de reprendre son souffle après le virage 12 parce que c'est un gros enchaînement vraiment assez technique, très lent. Et on part sur une zone de pleine charge, 13, 14. Sauf qu'en fait, il faut commencer à freiner juste après le 14 et on est dans une phase de descente et le virage numéro 15 il arrive très vite et c'est un virage un petit peu comme à Singapour avant le petit passage là sous le pont, enfin dans le petit passage du tunnel. C'est que c'est un virage où dès que vous inscrivez la voiture dans le virage, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que soit vous ne pouvez pas freiner, et dans ce cas-là, il faut prendre l'échappatoire, mais tout de suite. Si vous commencez à tourner et vous commencez à vous engager dans le virage, il faut que ça passe, parce que sinon vous tapez le mur. Il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire soit vous sentez que la voiture va trop vite et vous allez tout droit, soit si vous commencez à prendre le virage,
bah, des fois ça tape le mur, notamment Lance Stroll avait frappé le mur en qualif également, donc c'est vraiment une zone. Ce virage 15, en plus, c'est un freinage vraiment avec une belle descente, hein, donc on va avoir du mal à freiner correctement la voiture à cet endroit-là. Donc c'est un endroit où il faut faire vraiment attention. Et puis si on prend bien le virage 15, on peut ressortir correctement et puis tenter de faire un truc juste avant le virage 16, même si c'est peut-être pas forcément hyper judicieux avec la zone DRS qui arrive juste derrière. Mais voilà, on peut tenter des trucs peut-être pour le dernier tour à cet endroit-là du circuit. Et bien maintenant, vous savez tout du circuit de Bakou. Les pneus pour cette course, eh bien, on utilise les mêmes pneus qu'en 2022, enfin la même gamme de pneus. C'est pas vraiment les mêmes pneus, hein. On rappelle qu'il y a des évolutions sur les pneus entre les pneus 2022 et les pneus 2023, notamment sur le train avant. Mais on utilise la même gamme de pneus, c'est-à-dire C3, C4, C5. Et donc c'est la première fois de la saison qu'on verra les pneus les plus tendres de la gamme, les C5. Quelquefois, sur les pneus les plus tendres, eh bien, ils n'étaient pas beaucoup plus performants que les pneus C4 ou que les pneus C3. Puis parfois, par contre, ils avaient des problèmes de graining, des problèmes vraiment d'utilisation. C'est-à-dire que la plage d'utilisation de ces pneus était assez réduite, assez étroite. Donc on verra si Pirelli a réussi à progresser sur ces pneus C5 du côté de la météo. Vendredi soleil, on aura un week-end ensoleillé de toute manière, avec 15 à 22 degrés, 15 le matin, 22 l'après-midi. Et puis du vent de sud, 35 à 45 km/h. Le vent qui est toujours très présent à Bakou, en plus le vent s'engouffre entre les différentes tours dans la ligne droite, hein, parce que dans la ligne droite on est déjà dans la ville moderne, dans le quartier d'affaires, on va dire un petit peu de Bakou. Et comme on est sur des grosses artères, le vent a tendance à s'engouffrer, on n'est pas très loin de la mer non plus quand on est à Bakou. Donc on a tendance à avoir un vent très très fort et qui peut déstabiliser les voitures à certains endroits. Et quand on est dans la vieille ville notamment, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas énormément de largeur de piste à cet endroit-là, donc ça peut vraiment entraîner des soucis, le fait d'avoir pas mal de rafales de vent. Le samedi, soleil entre 14 et 25 degrés, ça sera la journée la plus chaude, et puis un vent qui sera désormais de sud-est et beaucoup plus faible, entre 10 et 25 km/h, puis dimanche, 15 à 21 degrés, plein soleil encore, et puis un vent qui sera cette fois-ci de nord, entre 30 et 40 km/h, donc voilà un vent qui va être assez fort quand même pendant le week-end, et qui n'aura pas la même direction pendant tout le week-end, donc ça peut être un petit peu compliqué. Parmi mes pronostics sur ce week-end, eh bien, je tente un Sergio Pérez. Ouais, il a souvent été bon sur ce circuit, c'est un circuit en ville, avec un système sprint, peut-être que ça lui conviendra mieux, donc je tente Pérez, je tente Leclerc également, circuit où l'année dernière il était très performant, malgré le fait que chez Ferrari on avait déjà pris un peu de retard sur Red Bull. C'est l'un des circuits, je pense, sur cette période printanière où Ferrari avait été le plus performant. Donc Ferrari a peut-être les bons réglages sur cette piste. Et puis Russell, là aussi, hein, George Russell, il a déjà été performant sur ce circuit. Il fait pour le moment plutôt un bon début de saison. Mercedes va peut-être trouver des solutions sur cette piste. Donc on verra comment ça se passe. La grosse côte, c'est Tsunoda. Tsunoda qui pour moi sera dans les points. On sait que chez AlphaTauri on a souvent été performant du côté de cette piste. Pierre Gasly avait fini 4e et 5e du côté de l'Azerbaïdjan. Les enjeux, Verstappen va-t-il encore dominer le week-end? Oui, je ne l'ai pas mis parmi mes pronostics, mais bon, je tente quand même un petit peu des choses au niveau des pronostics. Si c'est pour mettre Verstappen pendant les 25 courses de la saison, ça va pas être terrible. Du côté des autres enjeux du week-end, les pilotes alpines vont-ils finir la course? Et bah oui, parce qu'en Australie, ça va être un petit peu la débandade, avec le double abandon sur le dernier restart. Là, on est encore sur un circuit en ville, on voit que les deux pilotes sont quand même assez proches au niveau performance, surtout que là Gasly va peut-être compenser ce manque de confiance, on va dire un petit peu encore dans la voiture, par sa très grande connaissance du circuit d'Azerbaïdjan. Et puis on va finir avec l'équipe Aston Martin. Va-t-elle continuer sur sa lancée? C'est vrai qu'ils ont fait 3 premiers Grands Prix très intéressants. On va voir s'ils ont réussi à bien bosser pendant cette période, hein, parce que je rappelle qu'on a pour la première fois depuis 99 eu 4 semaines de pause en plein cœur de la saison et en dehors du mois d'août, ce qui est une première. On regarde tout de suite le programme télé du Grand Prix. Il faudra faire attention avec ce nouveau programme. Il y aura donc... alors, hop là, ça
c'est supprimé, voilà. Bien entendu, ça s'affiche mal sur mon écran. Voilà, c'est toujours la magie. Donc, on aura vendredi la première séance d'essai libre de F2, ça sera entre 9h05 et 9h50. La séance d'essai libre des Formule 1, elle sera à 12h, à 11h10, prise d'antenne, et entre 11h30 et 12h30. Les qualifications F2 entre 13h et 13h30 sur Canal+ Sport. Canal+ Sport également pour la qualification F1 entre 15h et 16h. Et puis sur Typique également les qualifications de la Formule 1. Le samedi 29 avril, les qualifs sprint qui seront à suivre sur Canal+ Sport à partir de 11h10. Il y aura la course sprint F2 à partir de 13h05, encore sur Canal+ Sport. La course sprint de Formule 1 également sur Canal+ Sport à partir de 15h10. Et également sur Typique, la prise d'antenne sera à 15h20 sur Typique. Et puis dimanche 30 avril, la course longue de F2 à partir de 9h25 sur Canal+ Sport. La grille à partir de 11h54. L'émission warm-up, ça sera à partir de 12h30 pour nos amis belges. Et puis à partir de 13h, le Grand Prix d'Azerbaïdjan sur Canal+ et Typique. Eh bien, je crois que vous avez toutes les informations pour passer un bon week-end devant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!